Gilles Kepel, bonsoir. Bonsoir. Je suis toujours ravie de vous recevoir, surtout avec cette actualité brûlante. Benjamin Netanyahou s'est exprimé ce soir et pour lui, il peut reprendre la guerre à tout moment si ce deal n'aboutit pas. Écoutez. Même le président Trump et le président Biden nous ont donné un accord total pour qu'Israël puisse retourner à la guerre, revenir à la guerre. Si cet accord n'aboutit pas, je suis très reconnaissant pour cela. Je suis très reconnaissant de la décision du président Trump de lever tous les problèmes pour livrer les armes nécessaires à l'État d'Israël. S'il faudra revenir à la guerre, nous le ferons par des nouvelles voies, nous le ferons avec une puissance très importante. Gilles Kepel, si vous me le permettez, on va prendre tout de suite la direction de Tel Aviv pour rejoindre nos envoyés spéciaux qui sont sur le terrain. Solène Rioux et Julie Janus, vous êtes sur place, place des otages notamment. On voit ce monde derrière vous, Solène. Est-ce que ce deal est toujours garanti ce soir ? C'est très très compliqué à dire, il y a beaucoup de choses qui bloquent ce soir, Margot, et en particulier après cette déclaration de Benjamin Netanyahou, cette annonce en fait même il y a 2 heures avant sa prise de parole, ce coup de théâtre en fait quand il a dit voilà, le Hamas n'a toujours pas envoyé cette liste d'otages à libérer demain et tant que ça n'est pas fait, l'État hébreu ne s'engage pas à respecter cet accord et à respecter le cessez-le-feu. Regardez justement, vous parlez de cette place, Margot, cette place elle a été tristement renommée la place des otages depuis le 7 octobre 2023 et ce soir c'était censé être alors une célébration évidemment en demi-teinte puisque vous savez aujourd'hui c'est le 2e anniversaire du petit Kfir Bibas qu'il fête entre guillemets qu'il fête dans les tunnels de Gaza et donc les Israéliens étaient venus ici ce soir en hommage aux plus jeunes otages à l'intérieur de la bande de Gaza, mais ce qui a vraiment préoccupé une partie de la soirée c'est cette annonce de Benjamin Netanyahou et on a vu tous ces Israéliens le téléphone à la main vraiment à suivre minute par minute les dernières informations, à se préoccuper vraiment de ce qu'il pouvait advenir de cet accord. Il y a beaucoup d'inquiétudes liées à toutes ces incertitudes. Dans quel ordre les otages vont-ils être libérés? Est-ce qu'ils seront vivants? Est-ce qu'ils seront morts? Benjamin Netanyahou qui a donc reproché au Hamas de ne pas avoir envoyé cette liste qui aurait dû être envoyée il y a maintenant plus de 5 heures. Et puis je terminerai là-dessus, mais il y a eu ensuite cette prise de parole du Premier ministre israélien dans laquelle il dit tout de même qu'Israël considère le cessez-le-feu comme temporaire et ne se refuse pas à poursuivre les combats en cas de nécessité, affirmant aussi que Washington est ici pour soutenir Israël. Ça va quand même à l'encontre du fondement même de cet accord et notamment de la phase 2 qui, je vous le rappelle, appelle à un retrait total de Tsahal à l'extérieur de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou qui a même dit que la présence militaire se renforcerait à l'intérieur de l'enclave palestinienne au niveau du corridor de Philadelphie entre Gaza et l'Égypte. Merci beaucoup Solène Rioux et à Julie Janus qui vous accompagne. Gilles Kepel, nous entendions Solène à l'instant nous parler de ces derniers ajustements. Est-ce que ces derniers ajustements à la dernière minute, si je puis dire, sont normaux dans ce type d'accord? Je crois que M. Netanyahou s'adresse surtout à sa majorité parlementaire et à l'extrême droite qui le soutient parce qu'aujourd'hui, il donne le sentiment finalement d'avoir dû tout céder à Donald Trump, qui lui a fait tordre le bras par son envoyé spécial Steve Witkoff. Et aujourd'hui, en plus, on a le sentiment que Hamas, qui a besoin de montrer sa force dans cette négociation, parce qu'après, il n'existe plus, d'une certaine façon. Donc, exerce de la rétention, ne donne pas la liste des otages, etc. Et Netanyahou a besoin lui-même, pour sauver sa carrière politique, de dire « nous restons forts, nous allons pouvoir reprendre le contrôle, on peut attaquer de nouveau, etc. » On est dans une temporalité tout à fait stupéfiante parce qu'on est dans le compte à rebours pour lundi. C'est-à-dire l'investiture de Donald Trump qui a tapé sur la table et qui a dit si les otages ne sont pas libérés, ça va mal se passer. Et d'ailleurs, ils ne vont pas être libérés. Il y aura peut-être 3 qui seront libérés sur un an. Donc c'est simplement le début d'un processus. On n'est plus exactement dans l'exigence de Donald Trump. Regardez justement ce qu'il dit, Donald Trump. Pour lui, il a réussi un tour de force. Il dit si nous n'avions pas été impliqués dans cet accord, celui-ci n'aurait jamais eu lieu. Il a dit ça dans un podcast récemment. Alors, il a forcé la main.
très clairement. Mais est-ce que ça a vraiment réussi, Gilles Kepel, selon votre analyse? Alors oui, parce que on entre dans une nouvelle ère, si ça marche, à savoir que c'est les États-Unis qui vont décider, imposer la fin de la belligérance et qui veulent ensuite recréer une sorte d'accord d'Abraham XXL, puisque après la paix, il y aura l'Arabie Saoudite qui pourrait s'intégrer dans les accords d'Abraham. Même sans État palestinien ? Si, avec la création d'un État palestinien. Mais alors là, à partir de ce moment-là, tout devient compliqué. Et en particulier, devient compliqué le maintien de Bibi Netanyahou au pouvoir. Parce que ce n'est pas lui qui pourra certainement faire les concessions politiques qui vont être nécessaires pour transformer les succès militaires d'Israël en une victoire politique qui demande à Israël de faire un certain nombre de concessions auxquelles Netanyahou n'est pas disposé. Et en particulier, par exemple, on n'a toujours pas aujourd'hui, dans cette espèce de comptabilité macabre, combien d'otages pour un ou une israélienne de chiffres. On a eu d'abord des annonces qu'il y aurait environ 700 Palestiniens emprisonnés dans les geôles israéliennes qui seraient libérés, puis un responsable égyptien qui participe aux négociations 1890. a annoncé ça, qu'il y en avait 1890. Donc, ça fait le ratio n'est pas le même. Oui, pas du tout. Et cette comptabilité est particulièrement pénible, disons. Et on peut bien sûr imaginer l'inquiétude des otages, des familles d'otages, des otages aussi bien sûr, la déstabilisation aussi que ça met dans la situation des Palestiniens aujourd'hui, qui s'attendaient à ce que les bombardements s'arrêtent et qui finalement se rendent compte que ça n'est pas sûr. Moi, je pense que ce sont surtout des opérations qui visent à faire en sorte, ces déclarations, que dans chaque camp, Hamas, en freinant jusqu'à la dernière minute, en donnant le sentiment que c'est lui qui a la clé de la maison, et Netanyahou en disant faisant un peu de rodomontade, si vous voulez, c'est la volonté de chacun de ménager son avenir politique ensuite. Mais dans la réalité, c'est quand même, on pense, Trump qui détient la clé. À part qu'il n'aura pas tous ses otages libérés le jour de son investiture, très clairement. Est-ce que c'est un échec pour vous ? Non, parce que le processus est enclenché. Mais en tout cas, ça montre que la réalité des relations internationales est plus complexe que les déclarations à l'emporte-pièce qu'il a faites. Vous savez, il a aussi déclaré qu'il allait faire la paix entre la Russie et l'Ukraine en 24 heures. Oui, donc ça donne... Il s'est également moqué de Benjamin Netanyahou. Il a retweeté une vidéo qu'il a reprise sur son réseau social Truth Social. Il utilise également la plateforme d'Elon Musk, X, pour en parler. On vous proposera d'ailleurs un documentaire sur Elon Musk à partir de 21h, justement sur la mainmise qu'il a sur le nouveau ministère américain Doge. Justement, est-ce qu'il y a des divisions au sein même de ce parti républicain concernant le rapport de force qu'entretient Donald Trump avec certains leaders internationaux? Est-ce que tous les républicains que vous côtoyez, notamment Gilles Kepel, sont d'accord sur la même ligne que Donald Trump dans ces méthodes-là sur le plan international? Ceux qui ne sont pas d'accord n'ont pas le droit de s'exprimer en ce moment. Quand j'étais aux États-Unis la dernière fois, lors des élections, ceux que j'avais vus qui appartenaient à, disons, au Parti républicain plus de la génération d'avant, étaient complètement largués et ce ne sont pas... Ils ne feront pas du tout ses conseillers parmi eux. C'est une équipe tout à fait neuve. Et on est dans des règles du monde qui ont complètement changé. Vous venez de le rappeler à l'instant, on fait passer à travers X des messages. Et c'est Steve Witkoff, donc cet entrepreneur immobilier qui n'a pas tout à fait le langage des chancelleries, mais plutôt un rude langage de... Businessman. Le businessman, oui, d'après les dernières informations qui sont passées dans la presse israélienne. Quand il est allé voir Netanyahou en plein jour de Shabbat, alors que lui-même est aussi juif, après lui avoir dit « j'en ai rien à cirer » ou pire du Shabbat, lui a dit, en le regardant avec le doigt, « You're not gonna fuck that ». Vous n'allez pas mettre ça en péril. Voilà, on va de manière non grossière. Voilà, une version française un peu édulcorée. Mais donc, avec beaucoup de violence. Et
Netanyahou ne peut que obtempérer, mais ensuite, détenteur d'une légitimité électorale à la tête d'un État, même si ça ne va pas durer, on ne sait pas, il ne peut qu'utiliser la machinerie de l'État pour continuer sa procrastination et pour défendre son avenir. Donc je crois que on est vraiment là dans un clash tout à fait étonnant. Vous allez vous rendre à la cérémonie d'investiture. Donc la cérémonie, elle est fixée, tout ça c'est ça, mais ce qui se déroule en même temps la perturbe. Puisque les regards sont tournés ailleurs. Voilà, et puis la réalité ne correspond pas exactement à la norme, à tout ce qui est préparé dans les États, dans le plus grand État du monde, le plus puissant du monde, pour favoriser la transition d'un président à un autre. Et c'est pour ça que cette affaire de Gaza et l'affaire du 7 octobre, si vous voulez, a des effets qui se projettent jusqu'à l'investiture de Donald Trump. Ça lui a permis probablement d'être élu, entre autres, puisqu'il y a eu cette polarisation dans la société américaine, anti-woke, soutien à Israël, opposition à Israël, dont Trump finalement a tiré le bénéfice. Dont les évangélistes, dont on parlera avec Jean-François Colosimo dans un instant. Absolument, oui, tout à fait, puisque c'est un évangéliste, Mike Huckabee, le gouverneur de l'Arkansas, qui est nommé justement ambassadeur en Israël, et Jean-François Colosimo, qui connaît bien l'au-delà, pourra vous dire que justement il considère que seule la transformation de la Cisjordanie en Judée-Samarie biblique peut assurer l'arrivée du Messie sur terre. Donc c'est quelque chose qui est un peu préoccupant, mais tout ça perturbe complètement le fonctionnement du système international. Ne parlons pas du rachat ou de l'occupation du Groenland, de la récupération du canal de Panama, voire de l'annexion du Canada. Oui, c'est ça. Et tout ça, effectivement, semble assez déconnecté du réel, mais le réel, c'est, si j'ose dire, une sorte de réel augmenté, c'est-à-dire celui qui est finalement sans frein, sans inhibition, que vous avez montré tout à l'heure, j'imagine, à travers la façon dont Musk voit le monde. Personnage qui joue un rôle extrêmement important, effectivement. C'est quelqu'un qui est un Sud-Africain blanc au départ. C'est pour ça qu'il ne peut pas être président des États-Unis. Il a été naturalisé en 2002, je crois. Et il a grandi dans une Afrique du Sud qui était en train de se transformer complètement, où le pouvoir blanc est passé à la majorité noire, si vous voulez. Et l'Afrique du Sud est aussi le pays qui a pris la tête de l'accusation de génocide contre Israël à la Cour internationale de justice, dont le président vient d'être nommé Premier ministre du Liban. Donc vous avez une espèce d'interpénétration d'un certain nombre de données dans la politique mondiale aujourd'hui. Et d'instances internationales, voilà, en fait. C'est ça qui se cristallise complètement sur l'affaire des otages, qui exprime d'une certaine manière à la fois les velléités de puissance des différents acteurs et leur incapacité finalement à transformer les enjeux comme ils l'entendraient. Et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire dans le moment, si j'ose dire, de bouleversement du monde que nous vivons. La polarisation du monde américain, mais la société israélienne ne semble pas si polarisée que ça, en tous les cas sur la situation des otages. Quand on voit ce dernier sondage de la presse israélienne, 73% des Israéliens soutiennent l'accord de cessez-le-feu. On le rappelle, les bombardements continuent encore ce soir à Gaza avant la libération des otages. Est-ce que le jusqu'au-boutisme de Netanyahou lui a desservi, Jacques C'est probablement, ça c'est nouveau. Cette proportion. Voilà, parce que jusqu'alors, une grande partie des Israéliens voulaient continuer à faire la guerre. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sondages contradictoires. Voilà, détruire le Hamas, mais maintenant, la guerre militairement est gagnée. Le Hamas n'a plus de capacité offensive, le Hezbollah est détruit, le système Assad est détruit, même les milices chiites irakiennes ne tirent plus sur Israël. L'Iran se trouve dans un état assez compliqué. Pezeshkian était hier à Moscou pour voir Poutine pour faire un accord nucléaire. Il n'en est pas sorti grand-chose dans ce qui a été dit. Ils ont dit qu'ils allaient se soutenir l'un l'autre, mais enfin, rien sur le nucléaire militaire. Les seuls qui sont encore activés, ce sont les Houthis, qui tirent sur tout ce qui bouge quand on leur demande, et qui, eux, sont assez résilients parce que
Les Houthis, je n'ose pas dire qu'ils vivent d'amour et d'eau fraîche, mais peut-être de salafisme et d'eau fraîche. Et donc, ils n'ont pas beaucoup d'infrastructures qu'on peut bombarder. Les Saoudiens sont cassés les dents sur eux, etc. Donc, on a cette situation aujourd'hui. Israël a remporté un succès militaire. Donc, la population qui était pour l'obtention de succès militaire est satisfaite. Et désormais, elle souhaite la libération des otages. Mais à partir du moment où les otages sont libérés, où la guerre s'arrête, Netanyahou va se retrouver devant ses juges. Il a déjà comparu le 10 décembre d'ailleurs, sur 3 chefs d'accusation. Et puis, il va falloir qu'il fournisse des comptes sur le 7 octobre. Comment se fait-il qu'il y a eu la faille de sécurité, défaillance? Exactement. Alors, on peut dire aujourd'hui, avec le recul, que la raison pour laquelle le Mossad ne s'était pas concentré suffisamment sur le danger qui venait de Gaza, c'est qu'il était focalisé sur le Hezbollah. Et c'est ce qu'on a vu avec la fameuse explosion des beepers, qui a détruit complètement les cadres moyens du Hezbollah au mois de septembre. Et finalement, le Hezbollah était beaucoup plus armé que le Hamas. Néanmoins, il y a eu une défaillance majeure qui a coûté des morts nombreux, les otages, etc. Et Netanyahou, évidemment, tout ce qu'il peut faire pour reculer cette échéance, il le fait. Et c'est aussi en ce sens qu'il faut comprendre sa déclaration de ce soir. Je ne cède pas en rase campagne. Je n'ai pas simplement j'ai pas été sifflé par Trump et menacé par Witkoff pour obéir. Je suis toujours là, je suis résilient. Et le Hamas, comme je l'ai dit tout à l'heure, est également en train d'essayer de montrer qu'il a. Parce qu'y a-t-il au Hamas? Aujourd'hui, il y a Mohamed Sinwar, le frère de Sinwar, qui est lui apparemment toujours à Gaza. Il y en a quelques autres qui sont à Doha en train de négocier. Mais on n'a pas du tout la même infrastructure, la même capacité d'organisation et surtout la même légitimité. Puisque parmi les Palestiniens, vous avez beaucoup de gens qui disent « Mais attendez, à quoi ça aboutit le 7 octobre ?» À nous mettre dans une situation absolument épouvantable, bien pire que la Nakba, la Shoah, traduction en arabe, la catastrophe de 1948. On est dans une situation absolument épouvantable, on n'a plus de maison, tout le monde est mort, etc. Et tout ça, pourquoi le Hezbollah est détruit? C'était un échec, une catastrophe. Donc, être le frère de celui qui a décidé de la catastrophe, ça n'est pas non plus une grande légitimité du côté palestinien. Merci beaucoup Gilles Kepel, c'est toujours fascinant de vous entendre sur ces sujets. Je rappelle votre ouvrage « Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre » aux éditions Plomb. Ouvrage passionnant que j'ai eu la chance de lire.